RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir, nous recevons ce soir Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale et députée de l'Isère. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel Macron va clore le sommet sur l'intelligence artificielle. Le président a annoncé dimanche dernier un plan d'investissement de 109 milliards d'euros sur les prochaines années. Il faut, dit-il, être dans la course, sachant que l'intelligence artificielle est très gourmande en électricité et en eau. Donc, l'intelligence artificielle rime-t-elle avec climat ? Non. Alors ça, clairement, non, effectivement. On est sur des technologies, vous l'avez dit, qui sont très consommatrices d'eau et d'électricité et surtout sur un développement exponentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la consommation d'électricité des centres de données numériques, c'est à peu près 2% de la demande mondiale actuelle. Et bien, d'ici 2026, ça aura plus que doublé. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est en très forte augmentation et qui représente voilà, c'est pas rien, 2% de la demande mondiale. Donc on voit bien que cette idée qu'on peut continuer à consommer toujours plus ne fonctionne pas. Il faut trouver une manière de continuer à développer ces technologies, mais de manière plus sobre. Parce qu'à un moment, il y aura des réalités physiques qui vont s'imposer, y compris à de l'intelligence artificielle. Alors justement, comment fait-on ? Est-ce qu'il faut une régulation qui est adaptée aux conséquences, bien sûr, de cette énergie affamée, en quelque sorte, d'électricité et d'eau ? Oui, alors moi je pense que je sais que l'Union européenne est plutôt dans une logique de régulation, plutôt être pionnier sur ce sujet-là. J'ai l'impression même d'ailleurs que ça fait partie de nos débats avec les Américains. Je pense qu'on doit tenir sur la question de la régulation, parce qu'effectivement on ne développe pas une IA en dehors de toute contrainte physique et de toute réalité sur le réchauffement climatique. Alors justement en France, donc, on a une électricité moins carbonée avec le nucléaire. Ça veut dire que forcément, dans quelques années, il faudra plus de nucléaire ? Mais en plus, la question aujourd'hui en France, elle n'est même pas celle-là. La question aujourd'hui, il y avait plutôt un accord de dire dans les 10 ans qui viennent, on a un risque qui est la question du mur énergétique. Parce on veut réindustrialiser. Alors bon, c'est pour le moment mal parti, mais même si on veut garder nos activités industrielles, on veut électrifier la question de la voiture. Donc on voit bien que partout, la question de la demande en électricité augmente. Eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas comment y répondre. Donc si on rajoute à ça une demande exponentielle sur l'IA, la question, elle n'est même pas plus de nucléaire ou plus d'éoliennes. Elle est, est-ce qu'on arrive à répondre à la demande ? Et ça sera non. Donc il va y avoir quand même des enjeux de prioriser là où on va mettre notre énergie, très clairement. Et d'un autre côté, on ne peut pas être à la traîne face aux Chinois et aux Américains. Non, mais sur ça, il faut... alors même si moi, je peux comprendre qu'il y a un aspect quand même un peu indécent de voir tous les milliards qui sont annoncés, alors que de l'autre côté, on est en train de couper dans la recherche fondamentale, et on ne peut pas découpler la recherche de l'IA de l'ensemble de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ça, je le pense fortement. Une dynamique de recherche et d'innovation, c'est bien une dynamique générale. Donc il y a quand même peut-être les annonces comme ça, enfin en tout cas moi qui n'ai pas voté d'ailleurs, qui ai voté la censure il n'y a pas longtemps, on nous dit on fait des coupes partout, entendre les 109 milliards d'annonces, ça fait bizarre quand même, quand on annonce à tout le monde qu'il va falloir faire des efforts. Après oui, d'un bien côté sûr. c'est aussi des emplois, c'est la compétitivité, c'est aussi... Aujourd'hui c'est très loin de tout ça. Non, mais quand on annonce un chômage qui est en augmentation, quand on voit les plans de licenciement, on a potentiellement 300 plans de licenciement, sont tous 250 000 emplois qui sont touchés. Enfin, on a quand même à côté qui est de se dire, bon, est-ce qu'il faut mettre autant d'argent ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de recherche, ça veut dire qu'il faut de la régulation. Oui, il faut laisser se développer. Aussi. Oui, mais la question, on a quand même un enjeu sur l'innovation. Enfin, moi, je le pose comme ça, parce que quand on regarde l'IA, c'est Google. Moi, j'ai l'impression aussi quand même que l'argent, mais beaucoup d'argent public, et qu'à la fin, les profits vont toujours vers les mêmes. Donc moi, je suis très pour qu'on aille sur l'innovation, mais il faut aussi partager les fruits et les profits de cette innovation.
Alors, on va parler un peu plus de politique avec Emmanuel Macron qui veut nommer à la tête du Conseil constitutionnel l'un de ses très proches de la première heure, Richard Ferrand. Donc la France insoumise fulmine, tout comme Marine Le Pen. Pourtant, c'est un invariant, on va dire, de la Ve République. Tous les présidents, Mitterrand, Chirac, Hollande, avaient nommé quelqu'un de leur famille politique. Donc est-ce que Richard Ferrand serait-il plus suspect qu'un autre ? Bah oui. Pourquoi ? Déjà, je pense qu'il n'a pas le parcours qui justifie d'être nommé à la présidence du Conseil constitutionnel. Il a quand même eu des problématiques judiciaires qui l'ont empêché d'être ministre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, il y a une question. Puis c'est surtout, on est Ce qui vous dérange, c'est plutôt le fait d'avoir eu des ennuis du judiciaire ou d'être un proche d'Emmanuel Macron ? En fait, tout me dérange. Les problèmes judiciaires sont un cas aggravant, mais on est dans un moment où le Conseil constitutionnel est fortement attaqué. On doit mettre à sa tête quelqu'un qui est insoupçonnable, dont on doit avoir la conviction que quand il prend une décision, c'est pour l'intérêt général. Là, ce qu'on se dit, c'est que c'est la République des copains. C'est qu'en fait, on n'a pas mis quelqu'un à la tête du Conseil constitutionnel pour jouer ce rôle du socle de notre République, mais finalement parce que c'est un proche et qu'il aura l'oreille d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est pas possible. Dans un moment où la confiance est aussi faible dans les politiques, dans un moment où le Conseil constitutionnel est chahuté, remis en cause, on a besoin de quelqu'un qui soit perçu comme extrêmement solide et qui soit incontestable. Et alors, donc, est-ce qu'il faudrait instaurer de nouvelles règles de désignation ? Oui. Par exemple. Comment ? Par exemple, dans les désignations, alors aujourd'hui, Richard Ferrand va quand même passer devant le Sénat et l'Assemblée nationale. Il faut, je crois, 3/5 qui s'opposent à sa nomination. On pourrait inverser la logique et dire qu'il faut au moins 3/5 du Parlement favorable à une nomination. Enfin, je pense qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se penser. Et moi, je me demande même, est-ce que c'est encore au président de la République de nommer ? J'ai quelques doutes. Je pense que ça fait partie de ces pouvoirs que le président pourrait partager. Alors après, est-ce que c'est le Premier ministre ? Est-ce que c'est les présidents ? Est-ce qu'on reste à la nomination des présidents des deux chambres ? Je ne sais pas. Et dans tous les cas, on peut aussi se dire qu'un président, peut-être, pourrait parfois savoir se montrer un peu au-dessus du lot. Alors François Bayrou a dégainé 4 49.3, je crois que c'est 4. Oui, en une semaine, record battu. Oui, mais quasiment justement dans l'indifférence générale. Rappelez-vous, au temps d'Elisabeth Borne, c'était un peu plus compliqué. Le soutien des socialistes empêche toute chute du gouvernement. Comment expliquez-vous d'ailleurs le changement de stratégie des socialistes aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est à moi de l'expliquer. Non, mais je pense que les socialistes donneront eux-mêmes leur changement de stratégie. Moi, ce dont je m'aperçois, c'est que oui, il y a une habitude, une mauvaise habitude qui est de faire passer les textes par 49.3. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un budget qui est extrêmement dur. Et je l'ai dit, il y a de très nombreuses coupes dans différents domaines. Le dernier, c'est quand même sur la recherche pédiatrique sur les cancers, par exemple. Je pense que c'est un sujet sur lequel on a besoin de la recherche. Et sur l'environnement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On a des baisses sur les questions de la rénovation thermique, sur les aides aux particuliers pour acheter des véhicules propres, sur les aides à la biodiversité. Donc, moi, en vrai, je ne comprends pas comment on ne censure pas un budget comme celui-ci. Ouais. Mais est-ce que vous considérez tout de même que les socialistes ont réussi avec les négociations avec le gouvernement d'améliorer ce budget ou pas ? Absolument pas. Si vous reprenez le courrier du Premier ministre, la très grande majorité était déjà dans le texte issu du Sénat. Par exemple, l'annulation de la taxe sur l'électricité, c'était soutenu par tout le monde, voté à l'Assemblée, voté au Sénat. Bien oui, c'est enlevé. Si je prends un autre exemple, l'indexation des pensions de retraite. L'indexation des pensions de retraite, c'est dû à la censure, comme le texte du projet de loi de finances sur la sécurité sociale n'est pas passé, automatiquement, les retraites ont été revalorisées au 1er janvier. Ce ne sont pas des acquis de la négociation, ce sont des acquis du travail parlementaire. Donc, vous considérez quoi aujourd'hui que... Vous dites, je n'ai pas d'explication à donner, mais vous dites aujourd'hui, les socialistes, c'est quoi ? C'est des sociotraites, selon l'expression... favorite qu'on entend depuis des années, parce que certains le disent, notamment au sein de la France insoumise. Et je sais que mes collègues socialistes ont beaucoup dit, vous savez, c'est les remontées de circonscription. Ouais. Moi, j'étais chez moi en Isère ce week-end, et on m'a dit, cette phrase qui, moi, m'a marquée, c'est « pendant que vous vous engueulez, nous, on morfle ».
Et c'est ça, en fait, le sentiment. C'est que, le budget, tout le monde a compris, parce qu'en fait, les annonces sont en train d'être faites dans les collectivités, on diminue les plages horaires dans les bibliothèques, dans les médiathèques, les gens ont compris qu'il y aurait moins d'argent, donc ça, c'est arrivé. Et en plus, ils ont compris qu'on faisait que s'engueuler. Et que ce n'est pas comme ça qu'on allait obtenir des victoires. Donc moi, je ne veux pas mettre de l'eau au vin de l'engueulade. Je pense que ça continue juste à désespérer. Oui, mais vous pourriez expliquer, essayer d'expliquer et de comprendre quelle est la stratégie, dans le fond, des socialistes. Donc ce soutien sans participation, est-ce que c'est le fruit d'un deal entre, mettons, François Hollande et François Bayrou pour dire aux socialistes, écoutez, vous sortez de la radicalité, ça vous aide à la fois à sortir de la radicalité, de montrer votre responsabilité et de vous reconstruire jusqu'à 2027. Alors, on dit que le deal, c'est ça. Non, alors, je ne suis même pas sûre qu'il y ait un deal. Je pense juste que chacun a vu son intérêt dans le moment. Oui, mais quel est l'intérêt des socialistes là-dedans ? Mais en tout cas, eux, ils le vivent comme quelque chose de positif. Mais comme je dis, je n'ai pas envie de me transformer en commentatrice des stratégies des uns et des autres. Ce que je vous dis, c'est que... Non, mais moi, je vous donne mon avis de politique. Moi, j'ai voté la censure. Je pense que c'était la bonne option. Et je pense que croire que dans 3 mois... les gens seront contents du budget qui est passé, c'est une erreur. Et je vais même aller plus loin. Cette idée de dire, j'ai entendu, en gros, finalement, la France doit être gouvernée. Elle peut être mal gouvernée, mais elle doit être gouvernée. Ça veut dire qu'on n'a plus de débat politique ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat politique sur le budget ? Ça veut dire que finalement, un gouvernement doit rester en place quoi qu'il fasse ? Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on doit avoir des débats politiques et je pense qu'on est dans un moment, justement, où on ne peut pas, d'ailleurs, dissocier la censure et à la fois des contraintes budgétaires qui sont données et de la dérive vers l'extrême droite de ce gouvernement. Et ça, les deux combinés ensemble, je pense que c'est explosif et je pense que c'est un marchepied vers l'extrême droite. Oui, mais justement, s'il y a une gauche qui est rassemblée, qui est forte... Oui. Il faut une gauche rassemblée. Oui, parce que vous n'êtes pas pour l'instant, enfin, ce que vous n'êtes plus. Comme dit Olivier Faure, la gauche est coupée en petits morceaux, Audiard dirait façon Pulse. Est-ce qu'aujourd'hui... dans le fond, est-ce que cette corde de soumission à LFI... Non, mais il n'y a pas de soumission à LFI. Enfin, en fait, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de soumission à LFI. Ce n'est pas vrai. Comme il n'y aura pas de soumission au Parti socialiste. Et justement, oui, là, c'est compliqué. On est dans une période de tension énorme. Et il y a 2 options. Soit on reste dans cette idée, c'est les gauches irréconciliables. De toute façon, chacun pense qu'il sera plus fort que l'autre et il va être le premier arrivé des ruines. En fait, c'est ça. C'est top. En fait, on va tout perdre. L'extrême droite va passer, mais on sera premier à gauche. Je pense que c'est une erreur fondamentale, où on se dit que dans le moment qu'on est en train de vivre, il faut effectivement qu'on arrive, malgré cette période extrêmement difficile, à reconstruire de l'unité. Mais est-ce que le PS reste le frère du nouveau Front populaire ? Mais le PS reste un partenaire, bien évidemment. En tout cas, pour les écologistes, cela reste un partenaire. On ne peut pas laisser un vote nous exploser. Par contre, il faut quand même que dans l'année qui vient, on arrive à travailler une stratégie commune, parce qu'on ne peut pas, si ça dure jusqu'en 2026, prendre chacun des voies différentes et imaginer qu'à la fin, on se retrouve. Qu'est-ce qui vous rapproche de LFI et qu'est-ce qui vous éloigne du Parti socialiste ? Eh bien, en tout cas, à l'Assemblée nationale, quand on mène des combats sur les questions environnementales, on trouve plus souvent des alliés du côté de la France insoumise que du côté du PS. Donc ça, c'est quelque chose qui pèse pour nous. Donc j'appelle le PS à quand même améliorer sa révolution. Ils n'ont pas travaillé le sujet. Ils ont travaillé le sujet, mais je dirais qu'ils ne sont pas allés au bout de la logique, je pense, quand sur la question environnementale. C'est-à-dire... c'est-à-dire il y a un impensé chez les socialistes en matière d'écologie ? Non, alors c'est plus un impensé. Je pense que les écologistes ont beaucoup fait pour que ça ne soit plus un impensé pour personne. Mais la question écologiste, elle demande effectivement de l'exigence. Et quand on dit il faut arrêter la consommation des sols, on ne peut pas dire il faut arrêter, mais quand même il faut continuer. C'est-à-dire que l'entre-deux, le en même temps, ça ne fonctionne pas. Et donc à un moment, il faut faire des choix et des choix clairs. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas allés complètement au bout sur la question de l'aérien, sur la question de la consommation des sols. Voilà, je pense que ça fait partie des débats ou des choses sur lesquelles il faut encore qu'on chemine. Et d'ailleurs, vous avez une niche parlementaire cette fin de semaine, je crois ? Oui, la semaine prochaine, jeudi prochain. Sur les polluants éternels. Et là, vous allez réussir à les interdire, à faire en tout cas une législation
qui tiennent à peu près la route? Oui, nous espérons. Alors, jeudi 20, nous avons cette journée d'initiative parlementaire écologiste. C'est nous qui avons la maîtrise de l'ordre du jour. Et notre premier texte sera sur l'interdiction des polluants éternels. Ça a été passé à l'Assemblée, au Sénat. Et nous espérons une adoption conforme, dans la même propos que le Sénat, par une adoption définitive. Et que l'interdiction des polluants éternels, dont par exemple le maquillage, devienne la loi. Alors, on va parler du droit du sol, qui fait polémique en ce moment. Et le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a appelé la gauche à parler fort sur le sujet de l'immigration, plutôt que de laisser, je cite, la place et le vide à la droite et à l'extrême droite. Est-ce qu'il a raison, en quelque sorte? Est-ce que c'est un sujet tabou ou au contraire, il faut s'en saisir? Moi, je vais être franche, j'en ai marre, en fait. Déjà, on ne parle que de ce sujet-là. Depuis 1980, on a une loi à peu près toutes les 18 mois sur la question d'immigration, donc qu'on soit de gauche ou de droite. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est saisi de tous les côtés et il faut encore continuer à en débattre. Donc moi, je pense déjà qu'il y a d'autres priorités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... On ne peut pas en parler du tout, selon Non, mais je pense qu'il y a d'autres... En fait, on pourrait faire des débats sur la question de la santé, sur les déserts médicaux, sur la question du logement. Le logement, c'est catastrophique, mais alors ça, a priori, on n'en parle pas. Alors peut-être parce qu'on pourrait trouver des solutions si on en parlait. La deuxième chose, moi, je pense qu'il y a une erreur dans ce qu'il dit. J'appelle à ne pas laisser, de ce que dit Olivier Faure, j'appelle à ne pas laisser la droite et l'extrême droite tout seul, comme si on n'en parlait pas. Et moi, on a combattu ensemble sur la loi immigration. Se saisir du sujet aussi. Mais on se saisit du sujet, je vous l'ai dit, ça fait tous les 18 mois, il y a des textes de loi. Gouvernement de gauche, gouvernement de droite, nous avons combattu ensemble sur la loi immigration, on s'est saisi du sujet. La journée du 20 février, nous avons, les écologistes, proposons une loi pour le droit au travail pour les demandeurs d'asile, on se saisit du sujet. Sauf qu'aujourd'hui, aller dans le débat de François Bayrou, c'est pas se saisir du sujet, c'est accepter le cadre posé par l'extrême droite, parce que François Bayrou reprend les mots de l'extrême droite sur l'immigration. Oui. Comme si tout autre propos sur l'immigration serait ne pas se saisir du sujet. Le sentiment de submersion, c'est ce qu'il a dit. Oui. C'est ça. Eh bien ça, c'est faux. Ce sujet, on se l'approprie, on se l'affirme, sauf que nous avons une vision absolument différente de celle de l'extrême droite. Et je pense que là où il y a une erreur de la part d'Olivier Faure, c'est de croire que dans le cadre d'un débat qui serait posé avec le cadre et les a priori de la droite radicalisée et de l'extrême droite, on arriverait à gagner quelque chose. Faisons nos propres propositions comme les écologistes sont en train de faire sur le sujet, mais arrêtons. Arrêtons de laisser justement l'extrême droite avoir des espaces de débat qui sont faits pour eux, taillés à leur mesure. Est-ce que le droit du sol est sacré ? Le droit du sol fait partie de notre histoire depuis extrêmement longtemps. Il est dans le Code civil depuis 1804. Il a été d'ailleurs confirmé en 1889 qu'on a posé les fondements de la nationalité. Aujourd'hui, le droit du sol, c'est constitutif de ce qu'est être français. Et je pense que c'est un acte qui est magnifique. C'est-à-dire que, comme on dit, être né quelque part, c'est le fruit d'un hasard. Vouloir devenir français, c'est-à-dire des gens qui choisissent de venir en France, de vivre en France, d'avoir famille en France. Moi, je trouve que c'est très beau. Je vous remercie beaucoup, Cyrielle Chatin, d'avoir été notre invitée sur France 24 et RFI. Merci à Flore Simon, à Camille Néran et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Merci.